Bonjour Michel de Gégère. Bonjour Vincent. Je crois que je ne sais pas combien de lectures vous êtes de l'Iliade et l'Odyssée. Non, C'est 3 ou 4, pas plus. oh, Ah, par an. Est-ce que vous avez aimé le film? c'est difficile de répondre à cette question. Pas beaucoup. Disons que c'est un grand spectacle, il y a des belles images, il y a des choses assez réussies. Curieusement, ce qui est le plus réussi, c'est ce qui est le plus marginal dans l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire le cheval de Troie, campé, vous savez, qui est enfoncé dans la plage, comme la statue de la liberté dans la planète des singes. Et puis la scène finale, qui est une très très longue évocation de la chute et du pillage de Troie. Ça, c'est très réussi. Dans l'ensemble, le film suit avec une certaine fidélité. Bon, il y a des impasses, Oui. certaines C'est la discutables. question, est-ce que le film est fidèle au texte? Il est fidèle à la ligne générale de la narration, sauf À la qu'il trame. y a des épisodes qui sont omis, mais bon, ça fait partie quand même de la licence poétique. Moi, ce que je dirais surtout, c'est qu'il y a une espèce d'aplatissement de tout ça. Parce que si vous voulez, la magie de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est que c'est l'évocation d'un monde disparu. L'Iliade et l'Odyssée sont composées vers le 9e, 8e siècle. Oui, c'est ça. Peut-être que Avant raconter, Voilà. restituer, enfin, rappeler ce que ça raconte. Disons qu'au 9e, 8e siècle écrit sont composées ces épopées qui racontent un monde et des événements qui, eux, sont du 13e siècle avant Jésus-Christ, donc 400 ans plus tôt. Et la guerre de Troie est un événement historique. Maintenant, on en a la certitude. Il y a eu une confédération de Grecs qui sont allés piller une grande ville en Asie mineure, ville dont on a retrouvé les ruines. Et peu de temps après la fin de cette expédition victorieuse, ce monde s'est effondré. Sur les royautés mycéniennes, elles se sont effondrées. Alors, il y a plusieurs hypothèses, dont une qui est rappelée dans le film, qui est l'invasion des peuples de la mer, dans des raids de pillards qui auraient fait chuter cette civilisation. Et puis, pendant 4 siècles, l'écriture disparaît. Et le souvenir la Grèce est dans un état plus ou moins chaotique, de semi-anarchie, enfin pas complètement, mais avec des petites unités politiques, rien qui soit comparable à la grandeur de la civilisation mycénienne. Et le souvenir de cette civilisation perdure par la poésie orale, par les Aèdes qui chantent l'épopée de la guerre de Troie. Transmission orale, Transmission orale, de génération en génération, de siècle en siècle. Jusqu'à ce que, au tournant du 9e et 8e siècle, arrive Homère, ou un poète, enfin il y a discussion sur la personne d'Homère, mais disons Homère, qui compose l'Iliade et l'Odyssée, puis d'autres poètes composent d'autres épopées sur la guerre de Troie, sur les retours, etc. Mais seules vont survivre l'Iliade et l'Odyssée parce qu'elles sont probablement très supérieures aux autres. Et l'essentiel de la poésie de l'Iliade et de l'Odyssée vient du fait qu'elles évoquent dans un âge de fer un âge d'or. Elles évoquent un monde disparu. Il y a un sentiment d'étrangeté des auditeurs des épopées, puisqu'on leur parle de palais ruisselants d'or dans un monde où il n'y a plus de palais et il n'y a plus d'or. Donc c'est l'étrangeté qui fait la poésie de ces épopées. Et en même temps, ce monde extraordinaire, ce monde qui paraît si lointain, eh bien, il est peuplé d'hommes qui, au fond, ont les mêmes passions, les mêmes idéaux, les mêmes réflexes. Et donc, le grec du 8e, 9e siècle prend conscience d'abord des permanences de la nature humaine, du fait que même quand les circonstances changent, eh bien, l'homme est mu par les mêmes passions, par les mêmes idéaux. Et puis, de l'existence de cet âge d'or qui peut fournir des modèles, puisque ce sont des hommes comme nous, c'est pas des dieux tout-puissants, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ce sentiment d'étrangeté est essentiel dans la poésie d'Homère. Or, tout l'effort de Christopher Nolan va être de rapprocher cette action de nos jours. Mais pourtant, vous dites dans votre éditorial, dans votre nouveau numéro du Figaro hors série, que justement, un des traits du génie d'Homère et un des traits d'Ulysse, le héros de l'Odyssée, c'est que il a des traits de caractère qui nous le rendent proche. Oui, mais justement, on se trompe sur le type de proximité. Si vous voulez, c'est comme les metteurs en scène de théâtre qui veulent absolument rendre contemporain des actions qui se passent dans l'Antiquité ou au XVIIe siècle et qui croient qu'on va mieux comprendre parce que les gens seront habillés comme nous. Alors là, les costumes sont respectés. Voilà, les costumes sont respectés. C'est des costumes évidemment fantaisistes, mais enfin, là, on ne peut pas demander une exactitude archéologique sur ce plan-là. Mais la société
qui est montré. Il y a des anachronismes, par exemple, à ce La niveau-là. société, le plus grand anachronisme qui saute aux yeux, c'est que c'est la société américaine. Si vous voulez, c'est que l'équipage d'Ulysse, vous avez des Asiatiques, des Africains, des Pakistanais. Donc c'est le melting pot américain. C'est le melting pot américain. Ce qui n'était pas le cas des Grecs. Non, pas du tout. Pas du tout. Et quand on arrive, la notion d'étranger et de quand on arrive à Ithaque, l'Aède, qui s'appelle Fémion dans l'épopée, mais qui est un petit peu un des doubles d'Homère, est un rappeur afro-américain. Alors, moi, je veux bien, mais c'est peut-être des concessions aux minorités visibles, etc. Mais tout ça, c'est un effort pour rapprocher l'épopée de notre monde, comme si nous n'étions pas capables de la comprendre sans cela. Ouais. Mais quand on voit, par exemple, Matt Damon en Ulysse ou Anna Hathaway en Pénélope, ça les rend proches. Est-ce que, justement, c'est crédible ou pas ? Alors, crédible, je dirais que la très, très grande faiblesse du film, c'est le personnage d'Ulysse, qui n'est pas du tout l'Ulysse de l'épopée. L'Ulysse de l'épopée, c'est un personnage qui est extrêmement astucieux, endurant. C'est le roi aux 1000 tours, c'est-à-dire que c'est pas le plus fort, c'est pas le plus... Et quand on parle des 1000 tours, c'était pas les tours qu'il a construits, c'est les tours de passe-passe. Il est rusé. Ouais. C'est celui qui est moins physique que les autres, mais qui a des... etc. On ne voit jamais cette ruse en action dans le film. C'est aussi l'autre qui sait si bien dire. C'est quelqu'un qui est très hableur, qui sait raconter des histoires, etc. Là, on en fait un amnésique. On en fait en fait quelqu'un qui, à la suite du traumatisme de la guerre de Troie, a perdu, et puis des artifices de Calypso, a perdu la mémoire, essaye de la retrouver. Donc il la recherche par bribes. C'est pas inintéressant, mais c'est simplement, ça n'a rien à voir avec la personne d'Homère et d'Ulysse. Et finalement, on a l'impression d'être devant un adjudant-chef qui ramène ses GIs d'une expédition américaine un peu aventurée au Proche-Orient. Voilà. Est-ce que Charlize Theron en Circé, ça vous a convaincu ou pas ? Pas du tout, non. C'est la magicienne extraordinairement séduisante qui a... Charlize Theron a des atouts pour jouer ce rôle-là. Pas dans ce film. Dans ce film, c'est une espèce de sorcière qu'on se croirait sortie de Jean et Pierre Louis, si vous voulez. Et qui n'exerce aucun attrait d'ailleurs sur Ulysse, parce que dans l'épopée, Ulysse reste 1 an avec elle, parce qu'il se laisse prendre quand même dans ses voiles. Là, pas du tout, c'est une sorcière, on n'a qu'une idée, c'est de partir pour échapper, non pas à ses charmes, mais à ses maléfices. Quand on regarde, en tous les cas, la bande-annonce, on a un peu l'impression, par certaines scènes, d'avoir Ulysse contre les robots, ou même des scènes échappées, je vais être un peu dur, mais de l'île de la Tentation. Alors, il y a les deux, oui. Alors, les robots, si vous voulez, de toute façon, c'est vrai que toute la partie de la navigation d'Ulysse, si vous voulez, l'Odyssée est une épopée complexe où il y a à la fois... Il y a des monstres. Il y a à la fois le récit du voyage de Télémaque, le récit du retour d'Ulysse, et puis au milieu, il y a le récit que fait Ulysse de ses aventures, et qui est un récit fantastique, avec des personnages extraordinaires. Ça le distingue tout à fait, par exemple, de l'Iliade. Il y a le Cyclope, il y a les Lestrigeons, il y a les Cyclones, enfin, il y a les Lotophages. Il n'arrête pas d'être confronté au fantastique. Donc, à la limite, que l'on utilise les procédés du cinéma fantastique, si vous voulez, pour traduire ça ne me paraît pas discutable. Est-ce que, dans les dialogues, les dialogues sont à la hauteur de ceux qu'il y a dans le texte original d'Homère ? Alors bon, il ne faut pas demander l'impossible. Si vous voulez, nous sommes devant la poésie la plus sublime qui ait jamais été composée pour l'humanité, ce coup de maître par lequel commence la littérature, traduit par un film américain, évidemment, ça ne peut pas être comparable, ça ne peut pas être aussi bien. Les Américains nous ont montré quand même des péplums où ils arrivaient quand même à rendre des dialogues ou des héros quand même mais si vous voulez, le plus grave, c'est cette espèce de tentation permanente de l'anachronisme. Si vous voulez, à un moment donné, Pénélope fait une crise de féminisme où elle dit à Télémaque qu'elle ne comprend pas pourquoi il faut un roi, parce qu'au fond, elle, bien sûr, elle est une femme, mais elle a un CV étonnant, une expérience, et elle pourrait très bien faire le job. Bon, pourquoi pas ? Mais simplement, c'est pas la Pénélope de l'Odyssée, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait l'originalité ? Qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui, une fois qu'on commence à ouvrir l'Iliade et l'Odyssée, on continue de le lire et on reste béat d'admiration ? Alors on est béat d'admiration pour les raisons
qui différencie l'épopée du film, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de distance avec ce monde merveilleux, avec ce monde extraordinaire, avec ces royautés ruisselantes d'or que le film ne montre pas, mais que l'épopée évoque, notamment les Phéaciens, Alcinoüs, le royaume de Pylos avec Nestor, etc. Tout ça est occulté par le film et ça crée ce sentiment d'un monde merveilleux, d'un monde étrange. Et puis en même temps, au milieu, les qualités humaines que Ulysse démontre dans sa volonté de rentrer au pays, soit pour échapper aux séductions de ce qui est merveilleux, soit pour échapper aux dangers des calamités qui s'abattent sur lui. Et il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de persévérance dans les épreuves, mais ce qui est le plus extraordinaire finalement dans l'Odyssée, c'est que ce personnage qui est un petit peu capable de tout, qui est un petit peu sans scrupules, qui n'est pas toujours exemplaire, il fait une chose extraordinaire, c'est que étant captif de Calypso, qui dans le film est une séduisante James Bond girl, mais dans l'épopée c'est un tout petit peu plus subtil que ça, et Calypso est amoureuse d'Ulysse et elle lui propose l'immortalité. Et Ulysse est conscient que Calypso est plus belle que Pénélope et que l'endroit dans lequel elle le tient captif est un endroit de rêve, et pourtant il refuse l'immortalité, il préfère la mort parce qu'il veut rentrer chez lui. Pourquoi ? Parce que chez lui, il y a sa femme, il y a son pays, il y a sa terre, il y a son royaume, il y a sa lignée, il y a son fils qui l'attend. Et ce qui est extraordinaire dans l'épopée, c'est dans l'Odyssée, c'est que finalement, c'est l'épopée du patriotisme, alors que c'est l'épopée du temps de paix. Si vous voulez, l'Iliade exalte également le patriotisme, mais elle l'exalte dans le cadre plus classique d'une cité qui est assiégée, défendue, qui joue sa survie. Là, pas du tout. C'est un homme qui veut rentrer chez lui. Alors, quelquefois, il en est empêché par l'adversité et il fait preuve de courage, mais d'autres fois, il a la tentation de rester là où il est parce que les étapes qu'il fait sont parfois très séduisantes et malgré ces séductions, eh bien, il préfère sa patrie. Merci beaucoup, Michel de Gégère. Je ne sais pas s'il faut aller voir le film de Christopher Nolan, mais en tous les cas, c'est le hors-série qu'il faut emporter dans vos bagages. C'est à lire, c'est même à contempler. L'Odyssée sur les traces d'Ulysse, c'est le nouveau numéro du Figaro hors-série. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de la saison. On se retrouve le 24 août prochain. Merci à toutes les équipes de Point de Vue et de la production du Figaro TV pour toute cette saison.